Le RTM lance ce soir dimanche 9 mars sa page culturelle. La chaîne nationale appuie ainsi la décision politique du président de la transition en faisant de 2025 l'année de la culture. Chaque dimanche, une page culturelle sera largement fournie dans votre grande édition du soir pour vous faire connaître davantage le Mali dans sa profondeur et sa diversité. Tenez, déjà ce soir, on saura c'est quoi le Doroje ou Dodo, ce pan extraordinaire de la culture tombouctoutienne. Il intervient au 10e jour du mois de Ramadan. Il est pratiqué au son des tam-tams et danses empruntées à chaque corporation socio-professionnelle. Nous allons suivre Najim Baba Sissé et Hassan Aïdara. Mois de mars, mois de célébration de la femme dans toute sa splendeur. Nous partirons à Koulikoro puis à Sikasso pour montrer le courage et l'exemplarité de femmes battantes évoluant dans l'entrepreneuriat agroalimentaire et l'aménagement hydro-agricole au moment où certaines batailles durent sur les chantiers de construction en tant que ferrailleurs, d'autres surprennent par leur volonté de valoriser mieux notre pomme de terre made in Mali sous toutes ses formes. Adama Traoré et Moussokoro Sérémé, nous les montrerons dans cette édition. Darani po Yibé, Sewa, ce qui veut dire bonsoir à tous en langue d'Orono. C'est pour commencer avec tout l'enthousiasme et tout l'engagement, cette volonté de cette nouvelle page culturelle dans nos éditions de dimanche. Désormais, durant 2025, déclarée année de la culture par le chef de l'État, vous allez rencontrer le Mali dans sa beauté et diversité culturelle. J'ai choisi d'aller dans les falaises de Badjangara et par la langue et par l'habillement. Mais ce n'est que le début du commencement. Nous allons exceller dans ce sens ensemble durant toute cette année. Je vous propose de suivre Bemba Sibi qui va nous rappeler le contexte de cette décision hautement salvatrice pour notre patrimoine. Elle est d'autant plus marquée par une volonté de relancer la dynamique culturelle et de renforcer le sentiment d'identité nationale. Le président de la transition, Assimi Goïta, veut ainsi promouvoir les richesses culturelles du pays, favoriser les échanges artistiques et soutenir les acteurs culturels à travers une série d'événements et de festivals emblématiques. Suivons. 2025 décrétée année de la culture au Mali. L'annonce a été faite par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lors de son discours à la nation le 31 décembre dernier, exhortant les Maliens à s'approprier les valeurs culturelles pour se ressourcer et contribuer à l'avènement du Mali courant. Cette mesure vise surtout à revitaliser les valeurs traditionnelles, à promouvoir les talents artistiques et à renforcer l'identité culturelle nationale. Conformément à ma vision, de donner une culture de Malikoura à la jeunesse et à inculquer la valeur sociétale aux jeunes du Mali dans une dynamique de revitalisation culturelle de nos territoires, je décrète l'année 2025, l'année de la culture au Mali, toute chose qui participera à la renaissance culturelle de notre pays, avec nos valeurs cardinales de paix, de cohésion sociale et une promotion accrue des talents de nos artistes, avec une valorisation de notre patrimoine culturel commun. 2025, année de la culture, une annonce saluée par les acteurs culturels et autres historiens. Ils estiment que cette décision est une volonté affichée des autorités de faire de la culture le levier du développement du Mali. La décision doit permettre surtout une renaissance culturelle du Mali. Le Grand Mali nous appartient tous. Et le Grand Mali a une histoire, le Grand Mali a une culture. C'est cette culture qu'il faut désormais véhiculer à la jeunesse. Et actuellement, on parle de quoi? On parle de souveraineté nationale. Les racines de la souveraineté, c'est dans la culture qu'on va donc les puiser. Donc, pour nous, les acteurs culturels, c'est une renaissance qui a en vue. On a décidé justement qu'on va se développer de nous-mêmes. Et un peuple ne peut pas se développer de soi-même sans sa culture. Je crois que la renaissance culturelle amorcée permettrait de faire en sorte que les Maliens puissent comprendre que tous les problèmes que nous avons
sont des problèmes culturels. Creusée de valeurs et de talents, la culture est reconnue par ses acteurs comme un levier de développement. Cependant, pour faire de ce atout un outil efficace pour résoudre les maux de notre société, il est nécessaire d'élaborer une stratégie, de mobiliser des moyens et surtout de montrer une volonté politique. Nous avons commencé le travail depuis janvier. Nous avons lancé déjà des appels à candidature sur les contes, les slams, sur les fresques et les street art dans toutes les régions du Mali. Mais nous avons également commencé depuis début février à travailler sur la cartographie de l'ensemble des territoires, de travailler sur les identités culturelles de chaque région du Mali pour asseoir des industries locales du patrimoine. Parce que c'est de cela qu'il s'agit, faire en sorte que la culture nourrit son homme. Et l'année de la culture, c'est l'année de l'espérance, c'est l'année de l'espoir. L'année de la culture représente une opportunité pour tous les artistes qui doivent se sentir concernés. La culture, en tant que facteur de vivre ensemble, constitue un pont qui doit nous relier sans pour autant nous fermer aux autres. Les artistes sont donc mis à l'honneur et doivent transformer l'essai grâce à des projets innovants destinés à accroître la visibilité de notre culture et à engager un dialogue avec le reste du monde. Ceci, conjugué avec les rendez-vous culturels classiques, notamment la Biennale artistique et culturelle prévue cette année à Tombouctou. Et pour traduire en acte le décret présidentiel dédiant l'année 2025 à la culture, le département en charge de la question a initié le projet Mali Culture 2025. Le projet en question est un appui à la promotion de la paix et de la cohésion sociale en impulsant un élan à ce patrimoine qu'est la culture. À la faveur des états généraux de la culture, autorités et acteurs culturels ont échangé sur les difficultés qui minent le secteur comme pour poser le diagnostic. Projecteur sur le projet Mali Culture 2025 dans ce journal, une réalisation de Tchemro Konaté et de Tchédje Kamara. 2025, année de la culture au Mali. Ainsi en a décidé le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un décret présidentiel qui a donné naissance au projet Mali Culture 2025 porté par le département de la culture. Ce projet s'articule autour de certains axes stratégiques. L'un des axes stratégiques, c'est la promotion de la culture avec l'implication des autorités, des ethnies traditionnelles. La promotion de la paix, la cohésion sociale à travers notre patrimoine culturel. Promouvoir l'image des marques du Mali avec un appui pointu aux jeunes talents. Les prémices du projet Mali Culture 2025 se résument au diagnostic des anicroches qui minent le secteur. Diagnostic posé au cours des états généraux de la culture tenus ici à Bamako au début janvier. Cette rencontre de haut niveau qui a mobilisé le monde de la culture malienne au Centre international de conférences de Bamako a formulé une panoplie de résolutions devant servir de boussole pour la mise en œuvre de ce projet. Un projet qui devra donner à coup sûr un contenu à cette initiative présidentielle, celle de dédier 2025 à ce patrimoine qu'est la culture dans l'unique but de renforcer la paix et la cohésion sociale. Les recommandations des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme ont été prises en compte dans les activités pour le projet Mali Culture 2025. Donc, les activités émanent des résultats des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Donc, durant ces états généraux, l'ensemble des acteurs des trois secteurs étaient présents, la culture, l'artisanat et le tourisme. Donc, ils ont parlé durant 3 jours et ce sont ces recommandations-là que le projet a pris d'en faire vraiment ces activités. Autre point saillant de ce projet, le parrainage des 12 mois de l'année se traduisant par des conférences thématiques, notamment dans les universités. Le ton a été donné en février dernier par un nommé Cheikh Diallo, un designer qui passe le relais en ce mois de mars à Dr Fatoumata Coulibaly alias FC, une autre icône de la culture malienne. Une dynamique qui se verra étayée par l'élaboration d'une cartographie des industries culturelles et créatives. Les différentes équipes constituées pour l'occasion seront déployées à partir de ce lundi 10 mars, mais pas que. On a fait des appels à candidature pour certaines activités, c'est-à-dire la confection des fresques murales, autre appel pour les contes islam et troisième appel, une pièce de théâtre, une pièce de théâtre où on parlait de la citoyenneté et les vivre ensemble. Donc voilà ces 3 appels qui ont été lancés. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour demander aux uns aux autres de continuer à postuler pour vraiment qu'on ait de très bonnes données pour le bien-être de la culture malienne. Le projet Mali Culture 2025 pose les jalons de la revitalisation de la culture malienne. C'est un ensemble de programmes qui tournent autour de la jeunesse pour promouvoir la culture.
Donc le développement de la citoyenneté, le respect de notre constitution, le respect des personnes, tout c'est ça, en conformité aussi avec les légitimités traditionnelles. Donc c'est le Mali qui est vu. Si le Mali est vu, donc le Mali sera visité. Et si le Mali est visité, c'est l'affaire du tourisme qui est gagné. Donc les gens vont acheter des souvenirs. Ces souvenirs-là, c'est des produits artisanaux qu'ils vont acheter. Donc le tourisme gagne, l'artisanat gagne, la culture. Voilà pourquoi c'est avec les grands C que nous essayons de parler. Et récemment, tout récemment, il y a beaucoup de festivals qui sont déroulés. Qui étaient les visiteurs? C'était les touristes. Il s'agira donc de maintenir le cap pour donner à la culture toutes ses lettres de noblesse. Il y va de l'apaisement du climat social à travers la culture du pardon et de la tolérance. Et si nous allons à la découverte du Doro Dje ou Dodo, ce pont plus qu'emblématique de la culture de Tombouctou, qui intervient au 10e jour du mois de Ramadan, il est pratiqué partout et par tous en formulant des vœux à des familles distinguées. Ces prestations sont exercées au son des tam-tams et danses empruntées aux corporations socio-professionnelles de la ville. Des récompenses en nature ou en espèces sont données aux prestateurs en guise de cadeaux. Najim Baba Sissi Hassan Aïdara nous amène à la découverte. Fondo koy ralada de fondo koy madundugumo fondo koy bushirayar fondo koy madundugumo. Dodo pour les hommes, Djorodje pour les femmes. Il s'agit là des souhaits proférés par les habitants de Tombouctou sans distinction d'âge aucune au domicile de certaines personnes distinguées pour leur formuler des meilleurs vœux pendant le mois de Ramadan. Ils se déguisent en djinn ou autre esprit pour impressionner l'assistance. Djorodje, c'est à l'image de présentation des meilleurs vœux. C'est une forme de se manifester pour présenter leurs meilleurs vœux à leur mère, très chère, qui les a élevés, qui les a aidés à se marier, tout ça là. La manière de réclamer par rapport aux femmes, c'est ça qu'on appelle Djorodje. Donc c'est une manière de venir dire, d'adresser des paroles de sages, des paroles de reconnaissance pour essayer de réclamer leur bonne et heureuse année, leur cadeau de fin de bonne année. D'autre part, les hommes se manifestent à travers une autre danse culturelle qu'on appelle Dodo. Alors là, ils sont là, ils se déguisent et quand les gens les voient dans la tenue de déguisement ou précisément ils portent des cordes, en réalité, ce qui se disait là-dedans, c'était des bénédictions. Quand par exemple nous prenons Adjidi Djad. Djidi, c'est un saint, accompagné de son esclave aussi qui était saint. Donc vous voyez que c'était des bénédictions, les gens s'entendaient, on le faisait, on sortait de maison en maison, pas de brutalité. Cette pratique vieille de plusieurs siècles est un facteur de cohésion sociale et de brassage interculturel qui prend effet dès le 10e jour du mois de Ramadan. Elle admet toutes les communautés, y compris les étrangers qui se sont intégrés dans le tissu social. Donc il fallait que les gens se côtoient. Et raison pour laquelle vous entendez toutes sortes de langues là, même le Hausa. Quand par exemple nous prenons Dodeki Dodambaki, vous savez que Dodeki Dodambaki, ce n'est pas notre langue. Ça doit être le Hausa. Donc à Tombouctou, il y avait des Hausa, il y avait des Soré, il y avait des Arabes, il y avait tout ça. Donc qui se côtoyait. Dodo ou Djorodje se fait par camarades d'âge et chaque génération sa façon de faire. Les hommes et les femmes le font séparément. Ça se passe à travers les générations et ça se fait dans les règles de l'art également. Les jeunes filles sont ensemble, en groupe. Les jeunes garçons sont en groupe. Les vieilles personnes également sont dans leur catégorie d'âge. Et les gens qu'ils visitent sont vraiment ciblés. Sont vraiment ciblés dans la vieille tradition. Les familles qui sont ciblées sont connues. Et c'est quand même une activité traditionnelle qui permet de valoriser les chants et danses traditionnelles de la ville de Tombouctou, mais également permettre la cohésion sociale, le vivre ensemble. C'est sûr qu'on ne peut pas faire comme les vieilles personnes, mais on essaye de faire l'essentiel pour garder notre tradition. À l'issue de la prestation, le chef ou la chef de famille honorée fait don en nature ou en espèces pour récompenser les vœux formulés à son endroit. Et c'est quand même une joie de voir les petits-enfants qui perpétuent encore nos traditions
C'est une tradition, c'est vraiment notre culture. Et voir que les enfants n'ont pas tout laissé, ça fait vraiment de la joie au cœur. Les céréales reçues seront préparées plus tard à Ashura, au 10e jour du nouvel an musulman. Et c'est ce qu'elles partent déposer chez leur marraine jusqu'au premier mois de l'année lunaire où ils vont se retrouver pour faire la grande cuisine qu'ils appellent Koussessara. Ces prestations accablantes constituent juste un échantillon des pans de la culture tombouctienne. Elles prouvent aussi que la mystérieuse est un réservoir atypique de valeurs culturelles. Merci beaucoup Baba Najim Sissé. N'est-elle pas belle la culture malienne? Et vous allez être servi tout au long de cette année. Restez seulement avec votre télévision nationale. Et notez aussi qu'à partir de ce soir, nous afficherons le logo officiel du Mali Culture 2025 sur nos écrans ORTM 1 et ORTM 2 pour tout le reste de l'année. Une façon pour la direction générale de l'ORTM d'accompagner cette belle initiative du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et nous allons boucler cette page culture avec ce clip sur la richesse culturelle du Mali, clip que vous pourrez suivre désormais dans nos programmes. Suivons un extrait. Nous revenons sur la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Koutiala. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie accompagné de certains membres du gouvernement. Le général de division Abdoulaye Maïga, au nom du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a salué le courage, la résilience et la volonté des femmes du Mali à accompagner la transition. Le thème de l'édition 2025 est accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable, un thème évocateur pour le chef du gouvernement, car il met en valeur le rôle et les femmes que jouent les femmes dans le développement de notre pays. Je vous invite à écouter un extrait du discours du chef du gouvernement, des propos recueillis par Mamadi Koné et Aliou Touré. Les autorités de la transition sont convaincues que sans la femme, rien de solide et durable ne peut se construire. C'est pourquoi elles sont au début, au milieu et à la fin de notre longue et irréversible marche vers la restauration de notre dignité, de notre vivre ensemble et de notre souveraineté retrouvée. Depuis l'avènement de la transition, les femmes maliennes ont été présentes à toutes les rencontres avec des contributions de taille. Je voudrais citer les assises nationales de la refondation, le dialogue intermalien, les différents états généraux organisés sur l'éducation, la santé et la culture, la commission de la rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Nous devons tout simplement exprimer des remerciements et de la gratitude envers cette courageuse couche de notre société. Déterminant à matérialiser sa vision pour la défense des droits des femmes, on ne saurait passer sous silence certaines réalisations concrètes menées par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Entre autres, la nomination des femmes à les hautes fonctions au sein du gouvernement, dans les gouvernorats, des postes de direction et bien entendu dans le cabinet du chef de l'État lui-même. Entre autres réalisations, nous pouvons également citer la mise en place d'une session de préparation au concours de l'ENA exclusivement pour les femmes. À ce sujet, grâce à cette mesure, pour la première fois, le nombre de femmes admises a substantiellement augmenté. L'attention particulière accordée aux veuves, notamment celles dont les époux sont tombés au champ d'honneur. L'attention particulière accordée aux femmes rurales, véritable force de production de notre pays. Également la protection juridique renforcée
des femmes. Et en partance à Koutiala, les populations des régions de Ségou et Koutiala ont réservé un accueil chaleureux au Premier ministre et à sa délégation. Arabata Konaté et Karamoko Traoré nous font vivre les temps forts de cet accueil dans les localités de Bla, Kinteri et Pensoba. Accueil populaire est réservé ce matin au Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga et à sa délégation dans les régions de Ségou et Koutiala. D'abord à Bla, en 4e région, enfants, femmes, jeunes et vieux sont sortis massivement pour accueillir le chef du gouvernement en partance à Koutiala pour la célébration de la Journée internationale de la femme. C'est une mobilisation grandiose de la population avec des messages de soutien à la transition, des doléances pour le développement du cercle de Bla. Après Bla, Kenteri et Mpesoba, région de Koutiala, saluent le Premier ministre de passage dans leur localité. Une mobilisation de grand jour sous les notes musicales de Miangala avec une chanson sur l'union et la cohésion sociale. Le Premier ministre, main levée et visiblement satisfait de cet accueil chaleureux, salue ses concitoyens dans une atmosphère fraternelle et de convivialité. Une fête dans ces localités ce matin en attendant la ferveur populaire dans la ville de Koutiala où le chef du gouvernement procédera au lancement des activités de célébration de la Journée internationale de la femme sous le thème « Droit, égalité, autonomisation pour toutes les femmes et filles ». Journée internationale des femmes, les dames de l'UNTM, Union nationale des travailleurs du Mali, mettent sur le sceau de la lutte contre la consommation de drogue par les jeunes. Elles ont organisé un panel pour débattre des causes, conséquences et solutions pour venir à bout de ce fléau. Abibatou, Dite Konyandiakité, Aloubé Kone, reportage. Devant les hommes, les dames de l'UNTM, Union nationale des travailleurs du Mali, venues de plusieurs localités du pays pour cette occasion. Ensemble, ils font bloc contre la consommation de la drogue en milieu juvénile. Il faut savoir qu'avant, le Mali était considéré comme un pays de transit. Mais au fil des années, ça s'est transformé en pays de consommation. Pour dire que le taux de consommation est très élevé actuellement et surtout en milieu juvénile. Une situation qui prend de l'ampleur et devient de plus en plus préoccupante. Alors, en cette journée internationale des droits des femmes, les femmes de l'UNTM, qui sont aussi des mères, ont organisé ce panel sur les stupéfiants et l'éducation des enfants. La consommation des stupéfiants à la fleur de l'âge entraîne forcément des problèmes de santé graves et durables sur le jeune enfant. Sur le plan de son épanouissement mental, la consommation de ces produits affecte la concentration, la mémoire et le développement cognitif de l'enfant. La violence, la consommation de la drogue est bannie par le règlement intérieur des établissements éducatifs. Malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement malien, les maladies hybrides persistent et cela risque de compromettre définitivement l'avenir des enfants maliens si on n'y prend pas garde. Le débat de ce jour vise donc à sensibiliser et surtout à identifier des solutions pour combattre ce fléau. Moi, j'ai reçu parfois des mamans dévastées par l'état de leurs enfants, des familles, des ménages détruits à cause de la drogue. Nous n'avons pas vu venir cette dimension. Nous avons vu venir le chômage, la pauvreté monétaire. On est pris de court par cette problématique. Je crois qu'il faut que les femmes s'impliquent, comprennent d'abord, parce qu'elles ne comprennent pas, elles ne sont pas au courant de tout ce qui se passe. Donc ce serait un débat interpellateur des femmes pour vraiment le suivi de leurs enfants. Parce que c'est dommage que nous soyons tombés dans ces phénomènes-là, surtout au niveau de l'école. La prévention étant le facteur clé pour empêcher les plus jeunes d'être tentés par la consommation de ces substances. En ce effet, nous, les femmes de l'UNTM, sont engagées dans la lutte contre ce fléau. Face à cette menace, nous avons une responsabilité collective et intergénérationnelle. Une responsabilité des parents, premiers éducateurs de l'enfant, pour les sensibiliser et les protéger. Responsabilité des enseignants et éducateurs qui doivent être soutenus dans les missions de transmission des savoirs et des valeurs. Responsabilité des autorités, des institutions
qui doivent renforcer la lutte contre ces fléaux à travers des politiques publiques adaptées. Et responsabilité des organisations syndicales telles que l'Union nationale du travail du Mali, qui doivent accompagner et défendre les familles pour un environnement sain et sécurisé. L'UNTM joue ainsi sa partition dans cette lutte, car l'équilibre de la société en dépend. Célébration du 8 mars, les acteurs culturels bénéficiaires des projets culturels soutenus par l'Union européenne réunis à la faveur d'une journée d'information et de réseautage. Mariam Koulibaly nous en parle. Cette initiative est en parfaite adéquation avec la décision des plus hautes autorités du Mali de faire de l'année 2025 année de la culture. L'Union européenne profite ainsi de la célébration du 8 mars pour mettre l'accent sur l'apport de la culture à la promotion féminine. On a invité beaucoup de femmes maliennes dans plusieurs domaines, culture, entreprise, universitaire. Et c'est pour avoir une meilleure compréhension des défis, mais aussi avoir des nouvelles idées sur l'agenda qui reste. Les défis ne sont pas toujours les mêmes, mais ils sont grands, ils sont là, et il ne faut pas lâcher. Et il faut continuer tous les jours, pas uniquement le 8 mars. La rencontre qui se veut un cadre d'information et de réseautage permettra aux acteurs culturels présents d'aborder les enjeux, défis et opportunités du secteur culturel au Mali. Cela sous le thème « Rôle de la culture dans l'autonomisation des femmes ». Les femmes artistes, quand elles s'imprègnent dans la culture, développent ses atouts pour quand même développer leurs talents et leurs connaissances. Donc je remercie l'Union européenne d'avoir pensé aux femmes artistes aujourd'hui et aussi une pensée à toutes les femmes du Mali, surtout aux femmes rurales. Les recommandations ici de cette journée d'échange seront mises en avant pour les actions futures de l'Union européenne dans ses projets culturels au Mali. L'ONG AFLED, Femmes Leadership et Développement Durable, célèbre son 8 mars en accompagnant des jeunes filles du centre de formation professionnelle d'Emmanuel Sitou Camara de Moribabougou. Elles ont reçu un important lot de matériel destiné à les soutenir dans leur apprentissage et leur insertion professionnelle. Valeur du don 6 millions de francs CFA. Le point avec Maïmouna Guindo et Mamadou Sidibé. Les yeux brillants d'espoir auront serré les mains impatientes à l'idée de recevoir des cadeaux. Ce 8 mars, dans l'enceinte du centre de formation professionnelle d'Emmanuel, des dizaines de jeunes filles reçoivent les outils qui façonneront leur avenir. Kits de coiffure, palettes de maquillage, des outils adaptés aux formations techniques proposées par le centre. Bien plus que de simples équipements, ces dons symbolisent une promesse, celle de l'autonomisation et un avenir meilleur. Comme vous le savez, le thème même national du 8 mars de cette année, ça veut dire d'accélérer le rythme de l'autonomisation des jeunes femmes et filles. Donc dans ce cadre-là, on a choisi ce centre qui est uniquement composé des jeunes femmes et des filles pour les appuyer pour qu'elles puissent être autonomes dans l'avenir. Ces équipements permettront aux bénéficiaires d'améliorer leurs compétences et de préparer leur future carrière dans leurs domaines respectifs. Et la promotrice du centre accueille avec beaucoup de fierté cette initiative de l'ONG AFLED. Nous faisons des formations en coiffure, en maquillage, en coupe-couture et en pâtisserie. Je tiens à affirmer notre profonde gratitude envers l'ONG AFLED et les personnes qui croient en nous. Votre soutien nous donne la force d'avancer. Je suis détentrice d'un diplôme de maîtrise en droit public. Après mes études, ça a été difficile pour moi de trouver un métier après plusieurs tentatives de recherche d'emploi. J'ai donc décidé de venir dans ce centre pour apprendre un métier afin d'être autonome financièrement. C'est un jour spécial pour moi et toutes mes camarades. Avec la remise de ce don, on a une chance d'affronter notre avenir avec confiance. L'initiative s'inscrit dans un mouvement plus large visant à promouvoir l'autonomisation des femmes et à offrir des opportunités économiques durables. Un bel exemple d'action concrète pour marquer cette journée des droits des femmes.
Maïmina Gundo qui a la voix un peu grippée. Mois de mars, mois de célébration de la femme dans toute sa splendeur. Partons à Sikasso pour voir le courage et l'exemplarité de deux femmes battantes évoluant dans l'entrepreneuriat agroalimentaire. Chacune valorise à sa façon la pomme de terre sous toutes ses formes. Elles veulent surtout mettre en valeur le Made in Mali au profit des familles et des enfants malnutris. Deux entrepreneurs, un même combat, innover, se surpasser et s'imposer dans ce secteur, nous font savoir Moussokoro Sérémé et Suleiman Bamba. La transformation agroalimentaire. Depuis que l'école la baile Mali ni mom sokmake nous e sumala ni datu nous e anga pomme de terre jaka daklela nere secrétaire ke kateme do nere akanu ko mi men don déjà kaba. Lors de mon cursus universitaire en Algérie, et là-bas, j'ai remarqué que la plupart des produits que nous consommons là-bas ou bien qu'on trouvait sur le marché étaient tous le Made in Algeria. Chose qui m'a motivée à vouloir créer une entreprise agroalimentaire. Nous sommes beaucoup plus basés sur la production de la farine enrichie sous la marque Rizolac afin de pouvoir lutter contre la malnutrition infantile au Mali. Bien plus qu'une activité, la transformation agroalimentaire représente pour nos deux momos une source d'autonomie, de création de richesses, de renforcement de l'économie locale et d'ouverture de nouvelles perspectives de croissance. Et les actions déjà que nous mettons en place, c'est de mettre en avant d'abord la marque afin de pouvoir aider tous ces enfants qui souffrent de malnutrition ici au Mali. Permanent et 5 personnes entreprises d'âme kononana au Loubessara. Mais ni jaguru bara nana ani coopérative bi cenga ke ñon fe ñe prix soro machine jami mi pomme de terre woro mi me se ka pomme de terre kilo keme woro 30 minutes yere kono nana do yo machine jam. Être une femme entrepreneur, c'est aussi se frotter à des défis comme les préjugés, l'adaptation aux évolutions du marché, la modernisation des outils de production ou encore les exigences du domaine. Matériel ko gelabi matière première ko gelabi ma yere kon be ka andi buran yere parce que entreprise ni an yere ka entreprise jole no do partenaire ma jokada ma emballage ko gelabi le bali bayla malkaro yam be ka hamini sika suya. C'est pas encore ancré dans la tête de consommer ce que nous-mêmes nous produisons. Donc ça c'est un très grand défi auquel nous faisons face et souvent mon jeune âge aussi. Par exemple, quand les gens ils viennent souvent voir que voilà, c'est toi qui es derrière cette marque, donc ils sont étonnés souvent. C'est des barrières, mais souvent aussi c'est un atout pour moi. Malgré ces difficultés, nos deux héroïnes sont déterminées à avancer et souhaitent que leur initiative inspire d'autres jeunes femmes à intégrer la dynamique de l'entrepreneuriat au féminin. Ni be min fi ene be ka wuli ka ɲɛɲini ka transformation in don ba la an ka compte rendu bɛ kɛ san o san 8 mars de la san wɛrɛ an bɛna bolodali jumɛn kɛ an bɛna produit kura jumɛn dilan min bɛ diya mɔgɔw ye ka bɛn san wɛrɛ ma. Déjà, l'entrepreneuriat, c'est un atout pour nous. On a la matière première qui est disponible. C'est vrai, il y a des contraintes, mais le nécessaire est là. Et il nous faut juste un tout petit peu de motivation et de courage pour pouvoir avancer. Dans un futur proche, je me vois comme la reine du baby-food ici au Mali. Et à nos sœurs, bonne chance. Honneur à la femme toujours, mais cette fois-ci une jeune fille, Mariam Chérif Djiré, âgée seulement d'une 20aine d'années. Elle exerce un métier que la plupart des femmes trouveront pénible. Il s'agit du métier de ferrailleur sur les chantiers de construction. Notre jeune ferrailleur est étudiante de l'IPR-IFRA de Katibougou dans la filière aménagement hydro-agricole. Mariam Chérif Djiré, selon nos correspondants sur place, Anama Traoré, Amadou Nchoukari et Amadou Maïga, répond bel et bien à cette maxime. À cœur vaillant, rien d'impossible. Découvrons-la ensemble. Mariam Chérif Djiré, en plus de son statut d'étudiante à l'IPR-IFRA de Katibougou en série aménagement hydro-agricole, elle exerce le métier de ferrailleur sur un chantier à Koulkoroba, Sokourani. Sa corvée terminée, notre Nyeleni se prépare pour aborder la journée en pleine forme. Pour l'intéressé, il n'y a pas de complexe à exercer un métier dit réservé aux hommes ou aux femmes. C'est venu tout simplement par plaisir. Je me suis dit que même si je suis à l'école, cela ne m'empêche vraiment pas d'apprendre un métier
Et c'est de là que c'est parti. On fait la théorie en classe, donc je suis venue sur le chantier pour pouvoir faire des pratiques également. Mariam Chérif-Djiré affirme que ces métiers qu'elle exerce avec les hommes se fait dans la bonne collaboration. La collaboration est parfaite, ils me respectent, je les respecte. Ils disent rien qui peut vraiment me vexer. Ils m'apprennent comme ça doit être appris. Notre icône du jour s'est dit prête à relever les défis dans la réalisation d'un chantier. Aujourd'hui, je peux dire que je peux le faire. Parce que ça fait, même si ça ne fait pas aussi longtemps, 3 ans maintenant que je suis dans ce domaine, j'en fais beaucoup même. Oui, car je peux faire les devis de moi-même. Et comme vous avez vu tout à l'heure, je peux faire les cadres, couper le fer et puis les redresser. Je peux monter sur les murs aussi. Tout travail qu'un homme peut faire, une femme aussi peut également le faire. Il faut juste avoir le courage et de ne pas en tenir compte du jugement des autres. Il faut d'abord aimer le travail pour pouvoir le faire également. Les hommes en charge de son encadrement disent du bien de lui et par-dessus, ils tiennent à l'assister pour qu'elle puisse réussir dans cette tâche. Faire la formation de base, je peux dire oui, parce qu'elle a duré, nous avons duré ensemble. Elle a aussi appris beaucoup de choses. Donc, je peux confirmer qu'elle peut exécuter une tâche à l'absence de moi dans les chantiers. C'est par l'intermédiaire de M. Keita, l'un de ses professeurs, que nous l'avons reçu sur le chantier. En plus de son statut d'étudiante, elle a le courage d'entreprendre ce métier. Je lui apporterai tout ce qui est à mon pouvoir pour l'aider à atteindre son objectif. Ses parents ne manquent pas d'éloges à son sujet. On l'encourage. Depuis le matin, d'abord, elle se lève, elle fait tout ce qu'elle veut, elle part. On salue même, on l'encourage, on fait des bénédictions chaque matin. Pas de problème. Elle aime se faire démarquer. Elle aime faire ce que les autres filles ne peuvent pas faire. Donc là, ça, je ne suis pas surprise. Donc, je l'ai vue depuis qu'elle a 2 ou 3 ans. Après, elle a fait le bac, elle a fait la série sciences exactes. Après, elle est venue à l'IPER ici pour faire la série aménagement hydro-agricole. La filière même est réservée aux garçons. Dans leur classe, je pense qu'elles sont 2 ou 3 filles seulement. Voilà, là déjà, ça fait la différence. Je l'apprécie beaucoup. Je la vois même comme un exemple à suivre. Vraiment, ce qu'elle fait, ça nous honore et on est fiers. L'administration de l'école ne tarit pas d'éloges à l'endroit de sa personne. Elle a commencé avec effectivement les travaux de la cantine qui est derrière nous. Et au fur et à mesure, chaque fois, elle vient, après les cours, même les congés, elle a continué à faire les stages. Et ce qui fait que maintenant, elle est bien qualifiée. Elle est quand même courageuse et assidue et performante. Comme on a coutume de dire que seul le travail assure l'indépendance, en pratiquant ces métiers, cela démontre que cette jeune fille veut assurer son indépendance. Et tout au long de ce mois de mars, vous allez découvrir les braves dames du Mali. Ramadan Solidarité. À présent, la Fondation Zakat remet 600 kits de produits alimentaires au mélange en situation difficile de la ville de Nioro et environ. Moussa Diakité, correspondance. Fidèle à sa tradition, la Fondation Zakat vient de redonner espoir à 600 ménages en situation difficile de la ville de Nioro et environ. Cette distribution gratuite de produits alimentaires très vivement saluée par les bénéficiaires s'inscrit dans le cadre des actions de bienfaisance du volet humanitaire de la Fondation. Zakat se veut le leader mondial de l'utilisation et de la maximisation de la zakat pour améliorer les vies, pour alléger les souffrances de certaines communautés vulnérables immédiatement. Et pour faciliter aussi la réalisation des projets individuels ou des projets communautaires de développement. Pour cette 12e édition, 600 bénéficiaires ont reçu chacun 25 kg de riz, un bidon de 5 litres d'huile et un sac de 5 kg de sucre, toutes choses leur permettant de passer un bon carême. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, a toujours placé la solidarité nationale et les valeurs sociétales au cœur de son action pour asseoir la souveraineté de notre pays.
Ramadan, Sunkalo, Solidarité 2025 à Kita et à Nara, les gouverneurs des régions procèdent au lancement de l'opération à travers la ville. Retrouvons nos correspondants sur place, Mamadi Alioubari et Idrissa Keita. Le commissariat à la sécurité alimentaire sous le leadership du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, offre 20 tonnes de riz aux fidèles musulmans de Nara. L'initiative s'inscrit dans le cadre de l'opération Sunkalo Solidarité 2025. La commission mise en place par les soins du gouverneur de région a proposé objectivement et de la manière la plus inclusive possible des quotas à l'ensemble des couches socio-professionnelles de la région, qu'elles soient musulmanes ou non. Au total, 400 ménages de la région de Nara bénéficient de cet élan de solidarité. Nous apprécions énormément ces gestes des plus hautes autorités en faveur des musulmans. Nous en sommes extrêmement contents. C'était un signe honneur et un réel plaisir pour moi de présider la cérémonie solennelle de lancement de l'opération Sunkalo Solidarité 2025, initiée par le chef de l'État, en vue d'assouplir les souffrances des fidèles musulmans et chrétiens à travers des appuis alimentaires. Le premier adjoint au maire de Nara a à son tour apprécié ces gestes à sa juste valeur, car selon lui, il va permettre aux fidèles musulmans de passer ces mois bénis de Ramadan dans les bonnes conditions. Cette initiative des plus hautes autorités sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vise à cultiver davantage l'esprit de solidarité et de partage qui sont des valeurs fondamentales de notre société et des religions en général. Cette opération consiste à distribuer 150 kits de repas de rupture de jeûne par jour pendant tout le mois de Ramadan. Pour ce lancement, la grande mosquée de Kita et celle de la gare de l'imam Moussa Sakali Keita ont refusé du monde pour ce lancement de Sunkalo Solidarité 2025. Nous saluons le président et le premier ministre pour leur initiative noble. Nous donnons cette opportunité en organisant cette rupture collective significative. Que Dieu les assiste, nos femmes aussi. Les plus hautes autorités, à travers plusieurs initiatives, nous montrent combien elles attachent du prix à notre cohésion sociale et le vivre ensemble. Nous permettre de faire cette rupture collective est une solidarité encore exprimée. Merci aux autorités. Occasion pour le grand imam de Kita et le président du Haut Conseil islamique de souligner l'importance du partage, particulièrement en ce mois sacré de Ramadan. C'est tout Kita qui s'est réjoui de cette rupture collective. C'est tout un symbole de rompre ensemble le jeûne dans la convivialité. L'initiative des plus hautes autorités est à saluer à sa juste valeur. C'est remercier et féliciter les plus hautes autorités de notre pays pour l'initiative salutaire et première. Il était prévu de nourrir 300 fidèles. Nous sommes à 1 millier déjà à ces premiers jours. Et je pense que c'est l'occasion pour nous de demander à toutes les personnes de bonne volonté, aux organisations non gouvernementales, d'appuyer la commission qui a été mise en place. Je rappelle que le carême chrétien se passe également au mois de mars. Ils se feront de façon concomitante et c'est l'occasion pour tous les fidèles de se retrouver et de prier pour notre pays. Les chefs religieux ont également formulé des prières pour la nation et des bénédictions à l'intention des plus hautes autorités du pays. Le gouverneur et sa délégation ont par la même occasion participé à la rupture de jeûne collective et la prière de Maghreb dirigée par le grand imam de Kita en ce 2e jour du mois béni de Ramadan. La 2e édition de la foire échalote oignon de Badjangara, officiellement lancée au stade Niaga-Temeli sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel-major Olivier Djassana. Retrouvons Agibo Koulibaly, Mahamadou Sidibé et Omar Guindo. Badjangara se positionne comme la 2e zone de production d'échalotes oignons au Mali après l'Office du Niger à Ségou. Pour la contre-saison 2024-2025, la Direction régionale de l'agriculture prévoit une exploitation de 2274 hectares avec une production attendue de 79 590 tonnes.
Toutefois, environ 75% de cette production risque d'être vendue à des prix dérisoires en raison du manque d'infrastructures de stockage et d'options de commercialisation adaptées. Occasion pour les producteurs et la Chambre régionale d'agriculture de faire un plaidoyer auprès des autorités pour un soutien accru aux fins de pérenniser leurs efforts. Cette année, en 2025, les partenaires n'étaient pas là. On est parti voir le gouverneur de Manyara qui nous a accompagnés et dit qu'on continue de faire la foire. On a fait la foire, ça s'est bien passé. Nous demandons à l'État maintenant, on veut beaucoup de retraits d'eau, les barrages, les matériels de travail, on n'en a pas, on se débrouille à nous-mêmes. Cette foire étant un cadre de retrouvailles des acteurs mérite d'être pérennisée. Monsieur le gouverneur, nous remercions à travers vous, le président de la transition, le général Assimi Goïta et son équipe pour les efforts consentis dans la sécurisation du pays en général et du monde rural en particulier. Au-delà des ventes réalisées, cette foire a été une plateforme d'échange sur les bonnes pratiques agricoles et un espace de mise en réseau entre les acteurs du secteur. Le bilan économique est jugé satisfaisant avec un chiffre d'affaires d'environ 22 millions de francs CFA. Monsieur le gouverneur, vous avez poursuivi en français, le savoir-vivre, c'est de comprendre que le savoir-être a plus de valeur que le savoir-avoir. Tout ce que l'on possède s'efface, mais ce que l'on est reste et demeure. Fin de citation. Le chef de l'exécutif régional a mis en avant l'importance de cette foire comme un symbole de résilience et de développement pour une région confrontée à divers défis socio-économiques. Les communautés autrefois divisées se réunissent aujourd'hui autour de la grande foire Échalote-Oignon. Célébrons l'unité dans la diversité. Cette foire est une manifestation de l'esprit et de l'harmonie retrouvée au sein d'une population fatiguée et désespérée. C'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, la région de Badiangara est prête à réécrire son nom sur l'échiquier national et international par cette légendaire foire. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive avec des prestations de troupes folkloriques et théâtrales, illustrant l'importance de la culture dans la consolidation du tissu social local. Allons voir comment se matérialise tout ça, par exemple les échalotes. Je vous amène au champ avec les producteurs sémenciers. C'était à Baguineda, objectif assister à la campagne de récolte des nouvelles variétés de semences maraîchères comme l'oignon, l'aubergine, la betterave et la tomate. Et Adam Maïga nous fait un commentaire. À Baguineda, ville située à 30 km de Bamako, les producteurs maraîchers ont bénéficié il y a des mois de nouvelles variétés de semences maraîchères, comme l'oignon et la betterave. Elles sont adaptées au climat du pays et ont permis de booster les productions des maraîchers de la localité. À cet effet, une visite de terrain a été organisée par l'Agrisem et ses partenaires. Sene ko kilengali kalaje abi mako chama nyana bode ndo na jaba sene salo nya sene anyana nyine fene nya sene afene nyana ngumi jaba do sene nti foi suralo abulu bebi poroboro aku bebi tien nyira ti kusurala. Ces nouvelles semences contribuent également à la sécurité de l'autosuffisance alimentaire au Mali. L'Agrisem et ses partenaires s'acquièrent tous les 3 mois du résultat de ces nouvelles variétés de semences. Ces visites dans le champ entrent dans le cadre du projet de développement intégré du secteur semencier au Sahel. Le rôle de Sasakawa dans cette collaboration, c'est de pouvoir appuyer les entreprises sémencières maliennes à pouvoir vulgariser au maximum ces nouvelles variétés adaptées. Dans le cadre du projet, donc on les appuie pour avoir les semences d'origine néerlandaise de tous les produits maraîchers. Les semences constituent un nœud primordial pour que l'agriculture puisse demeurer et nourrir le monde. Donc il faut avoir de la bonne semence en ce moment. Face au changement climatique, des pays sahéliens en général et le Mali en particulier, ces nouvelles variétés semencières d'une résistance avérée méritent d'être vulgarisées selon les producteurs maraîchers.
Les présidents des partis membres du Forum des partis et mouvements politiques FPMP réunis à Bamako pour la 3e fois afin de valider leur proposition de réforme de la loi 05-047 du 15 août 2005 relative à la charte des partis politiques. Ce document élaboré par des experts du Forum répond à une demande gouvernementale et vise à moderniser le cadre juridique des partis politiques au Mali. Mohamed Sankari nous en dit plus. Les présidents du Forum des partis et mouvements politiques ont examiné attentivement les propositions d'amélioration de la charte du 15 août 2005. Ce projet, issu du travail des experts du Forum des partis et mouvements politiques, propose des innovations majeures pour relever les défis des partis politiques maliens. Après de riches discussions et des suggestions constructives, ils ont unanimement validé le projet. Les travaux des experts doivent être remis au ministre délégué. Nous avons travaillé sur ce que les ANR ont dit, notamment le nomadisme politique, la restriction des partis politiques à sa création et sur le plan des financements aussi. Tous ces débats et autres articles ont été mis au peigne fin par les experts et cette validation nous a montré que les experts ont fait un excellent travail et que, par la grâce d'Allah, on n'a pas eu à faire beaucoup d'amendements et que quelques amendements qui ont été faits seront pris en charge par ces mêmes experts pour pouvoir envoyer un bon document qu'on espère bien que l'administration prendra en charge nos demandes, nos suggestions et recommandations pour faire une meilleure charte pour les 25-30 ans à venir. Le forum regroupant plus de 60 partis prévoit prochainement un point de presse pour informer l'opinion publique nationale et internationale des recommandations finales de la réforme de la loi 05-047 du 15 août 2005 relative à la charte des partis politiques. Le RTM vous propose ce soir un numéro spécial de questions d'actualité sur la communication gouvernementale dans un contexte de crise, une communication qui doit être proactive pour couper court à la désinformation. La guerre informationnelle impose cette proactivité. Dans cette communication, les médias publics et privés jouent un grand rôle. Ils peuvent être renforcés par les médias sociaux dans l'esprit de complémentarité. Comment améliorer la communication gouvernementale et comment faire face à la guerre informationnelle? La réponse est dans question d'actualité. À suivre après ce journal, un débat animé par Sira Bachili. À Douanzan, le pont de Dalo dans la commune de Kumbel-Kundia sera bientôt opérationnel. Un investissement de plus de 100 millions de francs CFA qui va permettre de relier Bandiagara et Koro à la région de Douanzan. Le gouverneur de la région, accompagné de sa délégation, s'est rendu sur le chantier pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara et Salif Sangari étaient avec la délégation. Une forte délégation conduite par le gouverneur de la région de Douanza a effectué une visite sur les chantiers de construction du pont de Dalo, situé dans la commune de Kumbel-Kundia. Cette commune, située à seulement 9 km de Douanza sur la RN27, est un carrefour vital reliant Douanza à Bandiagara. C'est pour visiter les travaux du chantier du pont qui avait posé beaucoup de dégâts l'année passée. Et les travaux ont repris cette année. Donc ceux de Koro, ils passent par Bankas, Bandiagara pour venir ici. Et ceux de Bankas aussi, ils passent par Bandiagara pour venir ici par rapport aux activités commerciales. La longueur du pont, ça fait 10 mètres 20. La largeur, c'est 6 mètres 40 avec le guide roue. Maintenant avec une bêche d'ancrage, un radier, un tablier. Bon, si dans les conditions normales, on serait dans le temps. La construction du pont a coûté plus de 100 millions de francs CFA grâce au financement du fonds d'entretien routier. Ce projet, une fois achevé, simplifiera grandement le déplacement des transporteurs et commerçants entre Bandiagara, Koro et Douanza. Après visite et écoute vraiment des techniciens de l'entreprise Humaïsa, alors je constate que les travaux quand même ont bien débuté et ils sont vraiment en cours et réalisés à 48% pour un délai consommé de 100%. C'est pourquoi cette fois-ci, je ne ménagerai aucun effort pour être là tous les 15 jours. Le gouverneur et sa délégation ont également fait une escale
pour inspecter les chantiers du pont exécutés par la commune urbaine de Douanza. En plus de ces travaux, la visite a permis d'apprécier l'avancée des travaux de réhabilitation de la traversée de la ville de Douanza sur la route nationale 16. Les travaux de réhabilitation ont démarré de manière prometteuse et devraient contribuer à fluidifier la circulation et améliorer les conditions de vie des habitants. L'hôpital régional Sominé Dolo de Mopti vient de tenir la 25e session de son conseil d'administration. Suleiman Sidibé et Suleiman Tepsouki pour le compte-rendu. Les administrateurs de l'hôpital régional Sominé Dolo sont autour de la table pour la 25e session de leur conseil d'administration. Un exercice statutaire qui permet aux administrateurs de jeter un regard rétrospectif sur l'année écoulée à travers les principales réalisations techniques, les résultats atteints et les ressources mobilisées. L'année 2024 aurait été difficile pour l'hôpital au dire de son directeur général et du président du conseil d'administration. Malgré ces contraintes, l'hôpital a pu atteindre ses objectifs majeurs. Tous nos résultats sont satisfaisants. Malgré la difficulté, nous avons développé une très grande capacité de résilience. Ce qui fait que vraiment nos résultats sont très satisfaisants. Nous avons répondu présent vraiment à chaque fois que nous avons été sollicités par les populations, à chaque fois que nous avons été sollicités par nos autorités. Concernant les résultats techniques, force est de constater que la crise énergétique a impacté la mise en œuvre de beaucoup d'activités. Qu'à cela ne tienne, certains taux de réalisation ont été satisfaisants. Conformément à la prévision, 65,38% pour les consultations, 84,22% pour les hospitalisations. Et d'autres ont connu de légères régressions. Sur le plan financier, les services sur fonds propres ont été réalisés à hauteur de 466 878 881 francs, soit 88,32%. Le budget d'État à 1 574 093 530 francs, soit 110,640%. Les partenaires à hauteur de 111 738 272 000 francs CFA, soit 94,69%. Le taux de mobilisation qui se dégage pour l'ensemble des acteurs est de 104,29%. avec un taux d'exécution de 89,86% conformément à la prévision. En 2025, l'hôpital entend garder le cap pour relever les défis. Un autre temps fort de la session est la reconduction du PCA à son poste pour un mandat de 3 ans. Dans le Grand Est du Burkina Faso, le centre d'instruction de la 6e région militaire met à la disposition des forces armées nationales un contingent de 737 soldats formés. Ils sont désormais prêts à aller là où besoin sera pour défendre la patrie, nous précisent Aruna Kabouré et Joël Tindambiga. 737 soldats formés dans le centre de commandement de la 6e région militaire de l'Est viennent renforcer les effectifs des forces armées nationales. Cette présentation au drapeau, suivie de l'attribution des insignes aux soldats, marque le début de leur carrière pour le service national. Nous avons présenté le drapeau national, symbole de notre appartenance commune et symbole de notre engagement en tant que militaire. Aux jeunes soldats, la classe 2024, deuxième vague, tous issus du recrutement parmi les volontaires pour la défense de la patrie. La formation qu'ils ont reçue ici était une formation de qualité. Ils viendront renforcer en tout cas nos effectifs. Parade militaire, démonstration des fondamentaux, suivie de la simulation d'une embuscade tendue aux soldats en mission de sécurisation du territoire, sont les temps forts de ce cérémonial. Le programme de stage a comporté 4 phases majeures. Une phase administrative, une phase d'adaptation, une phase d'aguerrissement et une phase de consolidation. La formation a concerné 4 domaines, à savoir
la formation à l'environnement militaire, la formation aux techniques opérationnelles. Ensuite, vient le domaine de l'éducation physique militaire sportive. J'appelle mes camarades à rester solidaires et surtout la discipline pour défendre cette nation qui est le Burkina Faso, notre patrie. Pour le commandant de la 6e région militaire, Boubacar Dadijan, le contingent sera bientôt déployé partout où le besoin se fera sentir pour la reconquête totale du territoire national. À Niamey, le lancement des activités d'étude de faisabilité du projet Salkadama, un projet phare du ministère de l'Énergie à travers lesquels l'État du Niger entend créer un complexe charbonnier de 5200 MW dans la région de Taoua afin de contribuer à la souveraineté énergétique du pays. Mariama Dakou, Issoufi Samaïla, reportage. Échanger avec les différents acteurs et partenaires nationaux comme internationaux chargés de la réalisation du complexe charbonnier de Salkadamna pour poser les bases d'une bonne mise en œuvre de ce projet visant la construction d'une centrale thermique de 5200 MW de la région de Tawa. C'est le but visé à travers cette rencontre organisée à l'initiative de la ministre en charge de l'énergie. À travers cette première réunion avec le comité technique national composé de la compagnie des mines et énergie du Niger Semen, la Nigélec, l'AMPIPS, l'ARC, le ministère des Mines et celui de l'Environnement, auquel s'ajoute dans le cadre du partenariat public-privé le promoteur nigérien Wanda Group et ses associés chinois et indiens de HEI et Kalpataru. La ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, veut en effet lancer les couleurs du complexe charbonnier, un projet qui tient beaucoup à cœur au président du CNSP, chef de l'État, qui a ordonné sa mise en œuvre dans les plus brefs délais afin de permettre au Niger de disposer d'une forte capacité de production d'énergie. La réalisation de ce projet nous permet d'être dans la voie sur la souveraineté énergétique tant souhaitée. Pour rappel, le projet de valorisation du potentiel charbonnier de Salkadamna, dont les acteurs sont ici réunis, est un projet scindé en 4 composantes, dont la composante développement de la mine, la composante construction de la centrale thermique à charbon d'une capacité de 5200 MW, la composante poste en ligne d'évacuation de l'énergie produite et la composante usine de briquettes de charbon pour usage domestique. Sport week-end de ce dimanche 9 mars, je le retrouve encore une fois avec grand plaisir. Abdul-Karim Kaba, bonsoir. Bonsoir Niali Traoré, bonsoir tout le monde. Nous allons commencer avec du hippisme. Le Grand Prix de la Ligue du district de Bamako a été couru cet après-midi. Oui, pour cette première édition, 5 courses, environ 80 chevaux sont engagés. C'est pour maintenir la ferveur des courses hippiques pendant ce mois sacré de Ramadan. Pour le Grand Prix proprement dit, le cheval général Sadio Kamara a remporté ce Grand Prix. Pour plus de détails, écoutons Mamoudou Diarra. Il est le deuxième vice-président de la Ligue des hippismes et des sports équestres de la Ligue de Bamako. C'est la première édition du nom de Grand Prix de la Ligue des hippismes et des sports équestres. Et c'est un essai, et je vois que pour un essai, c'est un coup de maître. Parce que si on peut faire peut-être un constat 10 ans en arrière, ça fait plus de 10 ans, 20 ans, et jamais la Ligue n'a pu rassembler un grand nombre d'effectifs de supporters pour une réunion hippique. Mais aujourd'hui, je vois que ce charmant public tient à accompagner toujours sa Ligue et les chevaux. Donc c'est la passion qui domine. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'initier ce Grand Prix et qui sera pérennisé désormais et enregistré dans l'agenda des compétitions majeures de la Ligue. Je peux dire que les attentes ont été dépassées parce qu'on n'imaginait pas tout ce monde ici. Malgré ce Ramadan, ce mois sacré, le public quand même a décidé de venir au moins nous accompagner pour cette première édition.
Voilà pour les amateurs de chevaux. En cette période de Ramadan, Abdulkarim Kaba, le sport nocturne bat son plein à Bamako. On voit ça dans les quartiers. Et oui, l'activité la plus brisée est le maracana, autrement appelé le petit poteau, le football, qui se joue sur un terrain réduit. Elles sont nombreuses, les compétitions de maracana et de 7-7 un peu partout dans nos quartiers. Le but recherché est de distraire les jeunes pendant le Ramadan. Nos reporters Moussa Diabaté et Elkaou Traoré ont fait le tour de la ville. Il est 22h ici sur le terrain CRB de Bamako. Les prières du soir du Ramadan sont finies et les équipes du district de Bamako se retrouvent autour du ballon rond pour une compétition dénommée Sungalo Foot pour certains ou encore Ramadan Foot pour d'autres. C'est un tournoi qui émerveille le public sportif bamakois, aussi une manière de faire dissiper les stress de la journée. Ce genre d'activité sportive qu'on appelle dans le jargon le petit poteau, si tu n'es pas technique, tu ne peux pas évoluer là-dedans. Et moi, c'est le beau jeu que j'aime, surtout le spectacle. L'idée recherchée, c'est réunir la jeunesse. Comme on le sait, pendant le mois de Ramadan, les jeunes n'ont nulle part où aller. Donc on a décidé d'organiser ce tournoi pour regrouper la jeunesse. De l'autre côté de la rive, ils étaient nombreux, les spectateurs, à suivre cette activité sportive sur le terrain synthétique du Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Jeunes et vieux, derrière les grilles, assis autour d'une tasse de thé, chacun donne de la voix à son équipe. On organise pour consolider la cohésion entre les jeunes du quartier et des autres quartiers aussi, également de Bamako, voilà, en général. Et les joueurs prennent du plaisir à ces tournois. Ça nous décontracte, genre on voit beaucoup de personnes, il y a l'ambiance, les gens sont là, les gens sont contents et nous-mêmes sur le terrain, on prend du plaisir à jouer. Ça nous aide à mieux gêner même. Ça nous fait vraiment plaisir de venir jouer en ce mois de carême, parce que la plupart dans les clubs, on ne s'entraîne pas trop maintenant. On termine notre tour de la ville par Daouda Bougou. Cette fois, on assiste à un tournoi 7-7 sur un terrain plus élargi que les précédents, mais toujours avec le but recherché. Le tournoi, ça se passe très bien. Il y a une avancée considérable parce que lors de la première édition, nous avons eu beaucoup d'insuffisances que nous avons vraiment dépassé cela. Et vraiment, toutes les organisations aussi se disent satisfaits de l'organisation. Sungalo Foot est aussi une activité qui permet aux jeunes joueurs d'améliorer leur niveau de jeu techniquement et physiquement en mois de Ramadan. Sungalo Foot raffermit les liens d'amitié et de fraternité. Et je viens de l'attendre, il y a un des joueurs qui nous dit que ça nous permet même de mieux gêner. Est-ce que tout cela est conseillé? Ramadan et jeûne et sport. Bon, je sais que vous n'êtes pas docteur, mais je sais que vous allez me donner les réponses, Abdulkarim Kaba. Tout à fait, Niel Traoré. Il est possible de faire du sport en jeûnant à condition de bien choisir le type d'entraînement, l'intensité et les moments de la journée. Selon les spécialistes, pratiquer une activité physique pendant le mois de Ramadan est possible, mais il est déconseillé pour les sportifs de haut niveau de faire le sport en jeûnant. Pour plus de détails, écoutons Dr Banyambabi. Il est au micro de nos reporters Brema Diallo et Aruna Diara. Le sport de haut niveau est une contrainte, et sur tous les plans, sur le plan métabolique, sur le plan cardiaque. Et voyez-vous, cela demanderait beaucoup d'énergie et le surdépassement de soi. Et qui disent alors que nous savons bien que le mois de carême est un mois spécial, comme vous l'avez si bien dit. Et journée au cours de laquelle on est privé de manger et de boire, scientifiquement prouvé qu'il y a une incompatibilité entre l'activité physique de haute intensité, comme le sport de haut niveau, comme nous le faisons, et le jeûne. Donc ça, vraiment, scientifiquement, on peut le dire sans hésiter. Une activité physique faible à modérée est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est recommandé. Vous savez, quand on fait toute une journée sans manger, sans boire, nous avons également, sur le plan physiologique, des radicaux libres qui s'accumulent. Les radicaux libres, si vous voulez, en termes simples, c'est des déchets, au fait, qui s'accumulent dans l'organisme, au niveau des muscles surtout. Voilà pourquoi vous verrez d'ailleurs ceux qui vont gêner, ils vont dire que vers le petit soir, j'ai mal partout. Effectivement, en faisant une activité physique faible à modérée, peut pallier à ces petits problèmes-là. C'est bien bénéfique de faire une activité physique modérée et faible à modérée quand on gêne. Mais quand il s'agit d'une activité physique très intense, ça c'est vraiment pour aller épuiser au fond même de ton énergie. C'est là où apparaissent très généralement les contraintes. Et c'est là où ça devient dangereux.
On l'a dit, faible à modéré. Voilà, conseil qu'on donne à toute la rédaction ici, hein, quand vous finissez de la rupture du gène. Autre chose, Abdul Karim Kaba? Il faudra m'enseigner à le travailler après la rupture. Après la rupture, c'est conseillé. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, c'est tout pour ce soir. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci encore une fois. Et à nos téléspectateurs, cette bonne nouvelle pour les fidèles de nos émissions matinales. Après un mois de repos, Aoubedi et Grain de Midi lancent demain les nouvelles saisons 2025. Aoubedi à partir de 8h avec Fanta Kanté et Lala Touri, toute son équipe du Grain de Midi à 11h avec de nouvelles rubriques, de nouveaux chroniqueurs et beaucoup d'autres innovations à ne surtout pas rater. Les premiers numéros sont placés sous le thème 2025, année de la culture. Année de la culture, on a habillé tout culturellement ce soir. Merci pour l'harmonie, Abdul Karim Kaba. Un rappel également, ce rendez-vous, le RTM vous propose ce soir un numéro spécial de questions d'actualité sur la communication gouvernementale dans un contexte de crise. Une communication qui doit être proactive pour couper court à la désinformation. La guerre informationnelle impose cette proactivité. Dans cette communication, les médias publics et privés jouent un grand rôle. Ils peuvent être renforcés par les médias sociaux dans l'esprit de complémentarité. Comment améliorer la communication gouvernementale et comment faire face à la guerre informationnelle? La réponse, c'est dans question d'actualité. À suivre donc tout juste après moi, un débat animé par Sira Bachili. Je dis un grand merci à nos téléspectateurs de Bla, de Kenteri et de Pesoba. Bon début de semaine. Bonsoir à tous.